Ouvre rapidement d'où Fantomas a envoyé sa lettre et il remonte jusqu'au suspect, un certain Arnaud, âgé de seulement 17 ans. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de cet homme qui a été tué à coups de couteau. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi à Ille-sur-Tête. Une enquête a été ouverte pour assassinat. Et pour analyser avec nous ces histoires, répondre à toutes les questions qui se posent aux experts de crimes et faits divers à la quotidienne, sont aujourd'hui Maître Florence Rowe, avocate pénaliste, pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pascal Neveu, psychanalyste, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, ce sera avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Pour commencer cette quotidienne, donc, nous allons partir dans l'est de la France, près de Nancy. C'est ici que grandit Pierre, l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Avec ses 2 petites sœurs et ses parents, Pierre est un enfant très bien entouré, à qui rien ne manque. Mais à l'âge de 8 ans, le garçon qui rencontre des difficultés scolaires et relationnelles est diagnostiqué comme un enfant précoce. Alors rien d'alarmant pour ses parents qui ne se font aucune inquiétude pour sa réussite scolaire et pour cause. Dès son entrée au collège à l'âge de 11 ans, le jeune homme excelle à l'école et il s'attire les félicitations de ses professeurs. Mais côté entente avec ses camarades de classe, l'ambiance est tout autre. Pierre devient rapidement la cible des autres élèves, il est constamment moqué sur son physique, sur sa façon de s'habiller et comme souvent dans les cas de harcèlement scolaire, les mots laissent très vite place aux coups. À de nombreuses reprises, Pierre est obligé de répondre par la violence aux agressions et aux insultes à répétition qu'il subit. D'autant plus qu'au sein de l'établissement scolaire, personne ne lui vient en aide, lui qui est toujours isolé et en retrait des autres collégiens. Ils font de sa vie un véritable enfer. Avant de recevoir Pierre en direct sur notre plateau, retour sur ces années de harcèlement. Nous sommes à Dombasle-sur-Meurthe, un petit village de Lorraine, situé près de Nancy. C'est ici que grandit Pierre, auprès de ses parents et de ses 2 demi-sœurs. Pierre est un enfant épanoui. Scolarisé en CM2, c'est un excellent élève qui peut cependant connaître quelques problèmes de comportement. Très actif et sensible, il est parfois difficile pour ses parents de le canaliser. Une raison pour laquelle ils ont décidé de l'emmener voir un psychologue. Et le spécialiste a finalement diagnostiqué chez Pierre une personnalité très précoce. Une nouvelle qui n'a pas de quoi inquiéter toute la petite famille. Mais en 2002, le jeune garçon qui fait sa première rentrée au collège perd soudain tous ses repères. En plus d'une nouvelle école, ce sont des dizaines de visages inconnus qu'il découvre. Ses 2 meilleurs amis ne sont plus à ses côtés et il n'a que très peu de nouveaux camarades vers qui se tourner. Très vite, le jeune adolescent devient la cible des autres élèves et il fait l'objet d'insultes. Cela commence avec quelques moqueries sur son physique ou ses vêtements et rapidement les humiliations deviennent son quotidien. Pourtant, Pierre garde le silence sur le mal-être qui le gagne. Si bien que ses camarades en profitent pour passer à l'étape supérieure. Le harcèlement verbal devient du harcèlement physique. Et l'adolescent est chahuté jusque dans la cour. Les élèves le bousculent, lui font des balayettes pour le faire tomber et le ridiculisent devant tout le monde. Pierre finit alors par demander de l'aide aux surveillants de l'établissement, mais il n'est pas pris au sérieux. Les surveillants lui répondent que ce ne sont que des blagues entre jeunes et qu'il ne doit pas se vexer. L'adolescent, incompris, se renferme et s'isole. Pourtant, le harcèlement continue et le jeune garçon bouillonne. Un jour, alors qu'un élève se moque ouvertement de lui, il perd son sang-froid. Et dans un accès de rage, Pierre saute à la gorge de son harceleur. Il le griffe et le mord.
Suite à cet incident, ils sont tous les deux collés. Mais le scénario se répète à 2 autres reprises. Et à chaque fois que l'adolescent se retourne contre les autres élèves, il est puni. Il sait que la violence n'est pas la meilleure réponse, mais il ne voit pas d'autre solution. Lassé par la situation, il aimerait que son statut de victime soit reconnu. Pourtant, son calvaire continue jusqu'à son entrée au lycée. Alors qu'il est désormais scolarisé à Nancy, il se sent toujours rejeté et à l'écart des autres élèves. Mais malgré ses idées noires et ses envies de mettre fin à ses jours et à ses souffrances, le jeune adolescent trouve enfin un échappatoire. Sur les forums internet, Pierre parvient enfin à se confier sur ce mal-être qui le ronge. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous avez grandi à Dombasle-sur-Meurthe, c'est dans le Grand Est. Vous avez 2 petites sœurs. Oui. Et vous êtes l'aîné de cette fratrie. C'est ça. Vous avez une enfance plutôt heureuse globalement dans votre famille? Bah oui. Ça se passe bien, vous avez des parents présents? Des parents présents, des petits moments, des week-ends, des sœurs. Des fois c'est compliqué d'être l'aîné d'une fratrie, mais... Comme dans toute famille. Comme dans toute famille, puis c'est bien d'avoir des sœurs. Et puis ma mère a été assistante maternelle à un moment, donc du coup j'ai tendance à dire que j'étais l'aîné d'une très grande fratrie. Donc cool. En primaire, alors déjà vous êtes un peu différent, en revanche, parce que vous êtes un enfant hyperactif. Ouais, j'étais chiant, enfin... Non mais... Pourquoi vous êtes chiant? En fait, vous avez très confiance en vous? J'avais une confiance exacerbée en moi en primaire. Je pensais que je pouvais tout réussir. Et d'ailleurs, c'était le cas, puisque j'étais celui qui avait des amoureuses, j'étais plutôt bon à l'école. Voilà, j'étais... Vous êtes le leader, un peu? Ouais, un peu. Et un ouais. peu insolent? Oui, je pense assez insolent. D'ailleurs, les notes dans le carnet peuvent le prouver aussi. Vous avez beaucoup d'amis à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Et pourtant, dans votre tête, c'est un peu compliqué. Bah, je me suis toujours senti assez différent. J'ai toujours senti que je pressentais et je comprenais des dynamiques, des mécanismes, des choses que les personnes autour de moi ne comprenaient pas. Et le pire là-dedans, c'est que je voulais convaincre les gens autour de moi que j'avais la bonne vision de la vie, des groupes, des choses, etc. Mais aussitôt? Aussitôt, ouais. À 8 ans, vous réfléchissez à la vie, vous réfléchissez... L'infini, la mort... Même les dynamiques de groupe, l'amitié, l'amour, etc. Il y a un truc... ouais. Mais c'est quoi? C'est plus fort que vous, en fait? Ça m'alimente, en fait. Ça m'alimentait, j'aimais bien. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'en avoir été malheureux. J'ai pas été malheureux par rapport à ce fonctionnement-là. J'ai été malheureux des conséquences de ce fonctionnement plus tard. Mais moi, j'aimais bien me poser des questions. D'ailleurs, je me pose toujours, du coup. Vous en parlez à vos parents? Oui, beaucoup. Notamment sur tout ce qui est la mort, etc. Voilà. Et ça les inquiète? Ah, bah, ça les inquiète comme ça peut... Oui, je pense... j'ai vu un psychologue scolaire à ce moment-là, parce que c'est pas des questions qu'on se pose, qu'on est censé se poser très jeune, quoi. Et le psychologue dit quoi? Que vous êtes en avance, que ça va trop vite? Oui, il y a une précocité, il y a beaucoup d'angoisse, de l'anxiété aussi. Mais je pense que l'anxiété est liée à la précocité, je pense. Et l'anxiété, ça va jusqu'où, en fait? Ah, c'est des terreurs nocturnes, sujet, aux terreurs nocturnes très longtemps. Voilà, la mort, les terreurs, les angoisses, beaucoup d'angoisses sur le futur. Est-ce que je vais réussir à accomplir telle chose? Est-ce que ma vie va continuer comme ça? Est-ce que demain je vais me réveiller, j'aurai plus d'amis ou machin? Beaucoup dans le futur. Mais à 8 ans, vous pensez à la mort, par exemple? Ah oui, même avant. Oui, je posais des questions avant. Et c'est quoi? Vous vous souvenez du type de questions? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est la mort? Est-ce que je ne peux pas exister demain? Pas avec des mots d'enfant. Mais comme vous avez beaucoup d'amis, malgré tout, à ce moment-là, vous en parlez avec vos amis ou vous vous sentez totalement non, je crois pas. Décalé? J'ai pas ce souvenir d'en parler vraiment avec des amis, mais je sentais que j'étais décalé. Quelque part, même à cet âge-là, j'avais compris que tous les sujets ne sont pas forcément pertinents à prendre avec tout le monde. Donc, Mais malgré tout, vous arrivez à avoir de vrais amis? Ah oui, Parce qu'avec ses amis, on échange normalement. Enfin, bah après, je saurais pas comment vous dire, mais j'étais le bout en train, j'étais sympa, quoi. Ensuite, vous allez rentrer au collège. Ouais. Alors là, c'est un bouleversement total. Hécatombe. C'est un Indien dans la ville. Qu'est-ce qui change en fait?
Ben, déjà, je ne suis plus avec les gens avec qui j'ai été en primaire, donc on n'est plus dans la même classe. Ce qui change, c'est qu'on est dans un brassage social, culturel et alors je ne sais pas si ce terme existe, mais pubertaire, on va dire. C'est-à-dire qu'au collège, on a plusieurs niveaux d'avancée en termes d'individus. On a des gens comme moi qui ont eu une puberté tardive et des gens qui avaient déjà du poil, de la barbe en quatrième, ce que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a une espèce de conflit interculturel, intersocial, on n'est pas les mêmes en fait. Il y a un brassage terrible. Mais vous voyez beaucoup de gens et contrairement aux primaires, vous vous dites, en gros, pourquoi je connais pas tous ces gens-là? Enfin, d'où ils viennent? C'est ça, c'est ce que j'expliquais à la journaliste, c'est que je voyais ces gens-là, je me disais, mais ils sont où? Ils étaient où? Ils étaient cachés là toutes ces années. Enfin, on est à Dombasle, on n'est pas à Paris, donc je me dis, mais ils sortent d'où? Et alors le problème, c'est que vous vous trouvez séparés également de beaucoup de vos amis. Ouais. Ça, c'est un vrai souci pour vous parce que c'est presque une perte d'équilibre au fond. C'est ça. D'un coup, il faut tout reconstruire et je me suis pas senti, je pense, avec assez d'assurance pour reconstruire ça. Et j'étais en face de profils de personnes que je n'avais jamais rencontrées avant aussi. Je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est un ressenti que je sens les gens. Et il y avait des gens, que j'avais jamais rencontrés dans des profils, voilà, différents. Alors non seulement vous perdez tous vos meilleurs amis, mais surtout vous perdez votre meilleur ami, celui dont vous étiez le plus proche. En fait. Oui, parce qu'il a redoublé, je crois, en 6e et j'étais même pas dans sa classe, donc du coup, ça fait une personne en moins avec qui être, quoi. Alors au début, ça se passe plutôt bien malgré tout. Vous faites des copains, mais ça va pas durer. Au début, on est tous pareils. Je pense, on cherche, on tâtonne un peu. Puis je me suis retrouvé le premier jour à côté de quelqu'un qui connaissait personne aussi, donc on échange avec cette personne-là. Et puis ça s'est dégradé très vite, un mois et demi, sans que je comprenne pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers signes de cette dégradation, c'est quoi? C'est des paroles au début. C'est des petits trucs. T'es comme ci ou t'es comme ça, ou tu t'habilles pas bien. On vous disait quoi en fait? Tu portes pas de marque, tu t'habilles pas bien, t'es tout petit, tes lunettes sont moches. C'est quasiment tout ce qu'on pourrait entendre, quoi. Et vous le vivez comment? Moi, je le vis très mal parce que du coup, je passe du statut de leader invité aux anniversaires au statut du type qu'on mésestime. Et puis moi, je comprends pas en fait pourquoi. Oui, en fait, hormis les remarques qui sont désagréables, le problème c'est le choc entre le primaire et là. C'est-à-dire qu'au primaire, vous êtes la star, je mets des guillemets, de l'école. Et là, en fait, vous êtes le vilain petit canard, quoi. C'est un Indien dans la ville, je dis, j'arrive, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les remarques, il y a des gestes aussi contre vous, physiques. Les gestes sont arrivés plus tard. Parce que j'ai laissé ces gestes arriver aussi. Mais c'est compliqué. En fait, si vous voulez, j'avais une nouvelle compréhension de ce que pouvait être l'amitié. J'ai eu l'amitié au collège, c'est-à-dire que pour moi, l'amitié au collège, c'était par exemple d'accepter que des personnes autour de soi puissent vous faire une balayette dans la cour, par exemple. Et il s'est instauré, en fait, je limite... Ça, quand ça arrive, vous l'acceptez? Je l'accepte parce que je ne saurais pas précisément, mais il y a quelque chose en moi qui me dit si j'accepte ça, je vais être accepté, etc. En fait, on est un peu dans une espèce de dynamique d'harceleur-ami, entre guillemets. Vous voyez un peu. Mais c'est de se dire aussi j'ai envie d'être intégré dans le groupe, peut-être. Et si j'accepte qu'on se comporte mal avec moi, peut-être qu'au fond, au final, ils vont m'accepter. C'est une forme d'intérêt, en fait. C'est une forme d'intérêt qui est mauvaise, en fait, qui est malsaine, mais c'est une forme d'intérêt. Ouais. La seule que j'ai eue pendant longtemps. Il vous manquait le groupe? Alors j'ai toujours eu un souci avec les groupes en soi. Et oui, ça me manquait. Je voulais être de tous les groupes, quoi. Enfin, je voulais, voilà. Je me rappelle encore, il y avait ces groupes en cercle, vous savez, dans la cour du collège. Et je me disais, mais moi, j'ai pas de groupe, j'ai pas de cercle. Et ça me frustrait. Moi, j'avais envie d'être dans un cercle. Il y avait ce côté, oui, avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, oui, ça me manquait. Ça se passait comment, justement, dans la cour? Vous étiez dans votre coin, à part? Soit j'étais dans mon coin, soit j'étais avec, je vous dis, des espèces d'harceleurs amis qui me faisaient des balayettes, qui m'insultaient, machin. Mais je restais avec eux, quoi. Il y a un des élèves de la classe aussi qui va être vilain petit canard. Également, on va le mettre dans une poubelle à plusieurs reprises, etc. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais... Je sais qu'il en rirait aussi aujourd'hui au vu de l'avancement qu'on a eu tous les deux. Et oui, c'est quelqu'un aussi qui a subi ça, quoi. Mais quand vous voyez les autres lui faire ça, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, ça me terrifie parce que je me dis, j'espère que ça va pas m'arriver parce que c'est un niveau de violence au-dessus. Et ça me fait chier pour lui parce que c'est
c'est toujours un mec génial. Enfin. Mais est-ce qu'on se dit pas, il vaut mieux que ça lui arrive à lui qu'à moi, honnêtement? Non. Non? Non, je suis très honnête avec vous, non. Non, moi ça me, Parce que parfois, ça me révolte. chez certains jeunes, c'est ça, c'est de dire, et puis même participer parfois à certains harcèlements, parce que, au fond, si c'est l'autre qui harcelait, bah, c'est toujours ça en moins qu'on se prend nous. Non, pas moi. Alors je suis pas Mère Teresa, voilà, j'ai mes vices aussi, mais non, j'ai jamais eu ce type d'attitude ou de pensée. Et jamais vous ne réagissez? Jamais vous avez envie de leur sauter au cou? J'ai réagi 3 fois, comme le reportage le montrait, 3 fois, ou pour des raisons que je comprends même pas. J'arrivais un après-midi au collège, je reprenais des cours, et puis il y a un mec qui arrive, qui fait « Ah, merci, le machin », qui commence et tout, je l'ai explosé. Non, mais je préfère en rigoler, mais ça m'a... Vous voyez, c'est la goutte d'eau, quoi. Je veux dire, j'arrive, j'ai rien demandé, en plus c'était une belle journée, ma mère m'avait fait un bon repas le midi, machin, j'arrive, je suis tranquille et tout, et le mec arrive et il m'agresse, je sais pas pourquoi, et j'ai complètement pété un plomb, quoi. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, comme le reportage l'a dit, on a été collés, quoi. Après, il a arrêté de m'embêter. Vous en parlez? Enfin, parce que ça se voit dans une cour quand même. Il y a des pions, il y a des profs. Personne ne le voit, tout ça? Si, j'ai eu des gens quand même vers la fin qui ont été un peu mes garde-fous. J'ai eu des gens qui ont pris ma Mais quand défense. vous êtes en 6e, en 5e, tout ça, personne ne le voit? Non, c'est pas visible. C'est des choses... En fait, c'est pas visible ou ils veulent pas le voir? Je pense qu'il y a des gens qui le mettent, et je pense que des fois, c'est pas visible. C'est surtout le harcèlement moral, finalement, ce qu'on appelle le harcèlement moral, qui est sur du long cours, qui est pernicieux, qui est dans le dos, qui est... les gens ne le voient pas forcément. Dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, il y a parfois un bon samaritain, une espèce de chevalier blanc, qui vient vous défendre en disant « mais arrêtez de l'embêter ». Ça vous est pas arrivé, ça? Ça m'est arrivé, mais vers la fin. Je pense que quand on est arrivé en 4e, 3e, les personnes qui devaient grandir ont grandi et certaines choses se sont vues. Donc j'ai eu, voilà, ça s'est un peu atténué parce que j'ai eu des gens qui ont pris mon parti. Vos parents, dans tout ça, ils voient rien? Bah après, pour leur défense, j'en parle pas forcément. C'est pas pour les accuser. En fait, oui. Ils savent que je suis pas le roi de la cour de récré, mais ils sont loin de se douter de ce que je subis réellement, quoi. Mais est-ce qu'ils ont senti le changement entre vous, roi de la cour de récré, en primaire, et vous qui ne l'êtes plus? Je pense, parce qu'ils ont vu que je me renfermais, etc., quoi. Après, Qu'est-ce qui change dans votre comportement à ce moment-là? c'est comme si vous aviez eu confiance toute votre vie, et puis qu'un jour, on vous met dans la tête qu'en fait, cette confiance n'était pas méritée, et qu'au final, on ne vaut rien. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est ce moment où on m'a dépossédé de mon identité, on m'a dépossédé de l'amour de moi et de l'estime de moi. Mais ce qui est assez terrible, c'est que vous passez de tout à rien. De trop de sûreté, de trop de fierté, à quelqu'un qui pense qu'il n'est rien? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sous influence, on est dans des mécanismes de groupe, des dynamiques qui touchent l'individu. Et on peut passer de tout à rien en très peu de temps. Hein. Je pense qu'il suffit d'un mois. Si quelqu'un commence à vous taper l'épaule et le fait pendant 3 minutes sans s'arrêter, vous verrez que votre réaction ne sera pas vous. Vous allez vouloir lui dire. Ça, c'est des changements. Vous en parlez à vos parents? Je n'en parle pas spécialement, non. Pourquoi? Je pense que ce que je voulais, c'était que la maison reste la maison. Et qu'il n'y ait pas de... Comment dire, que l'école ne se déverse pas à la maison. Pas d'interférence. Voilà. Ce qui en soi aujourd'hui est très compliqué, on le voit avec les réseaux sociaux, quoi. Donc avant, on rentrait à la maison et on avait comme moi les forums de discussion, les jeux vidéo et d'autres choses comme ça. Maintenant, ils rentrent à la maison, la personne qui les a harcelés dans la cour de récré les harcèle sur Facebook. Et pour peu que les enfants aient maman, papa, tata sur Facebook et tout, il n'y a plus de séparation, quoi. Mais vous étiez heureux à la maison, quand même? Oui. En fait, c'était un espèce d'îlot protégé? Oui, c'était un îlot de sécurité, ouais. Je préférais être chez moi qu'être à l'école, quoi. En fait, je préférais être partout qu'être à l'école. Plutôt qu'être à l'école. Voilà. Il y a une anecdote, un jour, c'est vos parents qui rentrent, il y a des élèves du collège qui sont dans le jardin, et vos parents sont super contents et disent... C'est bien, il s'est fait des amis. Ouais. En fait, non, c'était ces fameux amis harceleurs dont je parlais. C'est-à-dire que j'avais leur intérêt et, j'allais dire leur compassion, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas de la compassion. J'avais leur intérêt et leur présence pour peu que je me laisse faire, quoi. Donc, oui. Mais alors, l'histoire, c'est pas ça. Racontez-moi l'histoire, en fait. Pourquoi ils étaient dans votre jardin, en fait? Pour m'emmerder. Et vos parents croyaient, et ils ont été du coup super sympas avec eux, parce qu'ils pensaient que c'était vos amis. Or, ils étaient là parce qu'ils vous avaient suivi, oui, voilà, et parce qu'ils étaient venus dans le jardin s'imposer. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement l'histoire. Ils ont vu qu'il y avait une balançoire, ils m'ont suivi à la sortie, machin, puis voilà, quoi.
Bon, ils sont pas restés longtemps, je les ai fait dégager quand même assez rapidement. Mais ils étaient bien à côté de la plaque, vos parents, quand même, non? Non, je pense on peut pas voir des choses qu'on... Mais encore une fois, c'est pas pour les, c'est plutôt sur la perception. Hein. Il s'agit absolument pas de les mettre en cause, Oui, mais oui. c'est de dire en fait, ils se rendaient pas compte de la réalité. Ils étaient dans cette image que vous aviez envie de donner, parce que vous vouliez pas de toute leur façon, montrer que ça allait oui. pas. Mais ça, c'est le lot de tous les parents, et même pas que des parents, quoi. C'est le lot de tout repère familial, enfin voilà, si on montre pas certaines choses, c'est difficile de les voir, quoi. Vous leur en voulez pas du tout? Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, j'en veux à personne, en fait. À part à l'éducation et au système éducatif qui autorise certaines choses alors qu'on aurait des outils pour faire mieux. Mais j'en veux à personne, puisque pourquoi j'en voudrais à quelqu'un? Regardez où je suis aujourd'hui. Alors, on a parlé du primaire, on a parlé du collège, on va parler du lycée, parce qu'alors que vous entrez au lycée, vous imaginez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous allez d'ailleurs mettre toutes les chances de votre côté pour être enfin accepté par vos camarades, mais malheureusement, la réputation qu'ils vous ont créée va vous poursuivre. En 2006, malgré des années de harcèlement, Pierre a brillamment achevé ses études au collège. Il doit désormais faire son entrée au lycée et il compte en profiter pour tout laisser derrière lui. Alors, l'adolescent met toutes les chances de son côté. Il achète des vêtements de marque et il se coiffe comme il est d'usage pour entrer dans les rangs. Malheureusement, malgré ses efforts, le comportement des autres élèves envers lui reste le même. Parfois, il empire. Pierre semble être devenu invisible aux yeux de ses camarades. Personne ne s'intéresse plus à lui et il s'isole toujours du reste du groupe. Habitué à la méchanceté gratuite et aux humiliations quotidiennes, il est maintenant méfiant, voire agressif avec les autres. Une attitude qui n'arrange pas la situation. Finalement, le calvaire de Pierre prend fin avec ses années de lycée. Et contre toute attente, le jeune adulte qui entre en faculté décide de se spécialiser dans les ressources humaines. Une façon pour lui de rétablir la cohésion et la bienveillance entre les individus. Et le jeune homme, amoureux des rapports humains, a d'autres cordes à son arc. Il anime aussi des émissions de radio locales portées sur le bien-être et la culture. Mais sa passion première reste la musique. Il a d'ailleurs... Ainsi, il peut aider et accompagner au quotidien les jeunes qui subissent ce qu'il a lui-même connu. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Pierre. Alors c'est vrai que cette entrée en seconde, c'est un moment important pour vous parce que vous vous dites, c'est un nouveau départ. On remet les compteurs à zéro. C'est ça. Et on repart avec des gens qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ma réputation. Et vous décidez même de changer de look à ce moment-là. Oui, je me rappelle que le jour de la rentrée, j'ai mis un gel éclaircissant horrible. Je suis content que c'est disparu de la circulation, qui donnait des espèces de trucs nuls sur la tête. Enfin, voilà, j'avais acheté un super suite, un super machin. Enfin, j'étais de conquérant, quoi. J'arrivais au lycée, c'était... Vous espérez redevenir la star du lycée ou pas jusque-là quand même? Non, moi ce que je voulais, c'était juste avoir quelques amis pour discuter, être bien, et puis avoir une copine aussi. ça occupait pas mal mes pensées. Quand vous entrez dans la classe, vous connaissez personne, les regards sont quand même vers vous. Bah, on le sent. Pourquoi? Je sais pas. Après, est-ce que c'est mon conditionnement qui fait que j'ai le sentiment que tout le monde m'en veut? J'avais ce sentiment-là. Est-ce que c'est vraiment des vrais regards? En fait, on a tendance à exacerber les choses quand on a été conditionné pour justement recevoir... Je pense qu'il y avait des gens qui me regardaient comme moi, j'ai pu regarder quelqu'un dans la rue tout à l'heure. Voilà, oui, puis on découvre, on découvre ses nouveaux camarades, on les regarde, on les observe, quoi. C'est un peu normal. Mais vous preniez presque ça comme une agression? J'ai longtemps détesté qu'on me fixe comme ça, qu'on me regarde. Je me suis toujours dit, mais en fait, on se fout de ma gueule, alors que des fois, peut-être pas non, quoi. Enfin, peut-être pas non, ça veut rien dire, peut-être que non, mais... Encore une fois, j'ai été conditionné au mauvais regard. Donc pour moi, tout regard était toujours un mauvais regard. Alors comme dans toutes les classes, c'est la différence aussi qui est remarquée. C'est la différence qui sert souvent à désigner les gens. Vous aviez une puberté tardive. Ouais. Et ça vous aidait pas vraiment. Vous vous décrivez en disant je faisais 1m65, j'avais pas mué, j'étais petit, gros à lunettes. Donc j'étais différent des autres.
ce que j'ai ressenti au lycée, au collège, je l'ai ressenti de plus en plus au lycée. On n'est pas à la même étape dans notre vie, dans notre puberté, dans notre développement physique que des gens autour de nous. Et quand on a comme moi un physique de gamin et qu'on arrive au lycée avec des gens voilà, qui ont de la beubare, qui font 1m80, qui sont... quelque part, ça aide pas trop. Enfin, on nous voit... Et on a recommencé à se moquer de vous à ce moment-là? Alors, on se moquait de moi, mais c'était pas comme au collège, quoi. C'était plus... Il y a moins cet effet cours de récré où on va aller faire chier quelqu'un, etc. Mais c'est au sein de la classe, au sein de certains ateliers. C'est un harcèlement différent. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu. Alors, malgré tout, vous aviez un peu plus de relations avec les filles, je crois. Ça se passait mieux? Ouais, mais ça s'est toujours mieux passé avec les filles, en fait. Qui ont été... On parlait de chevaliers blancs. Moi, j'ai eu des fées blanches. Qui vous protégeaient un peu? Alors, elles ne me protégeaient pas contre des insultes directes, etc., parce qu'elles n'étaient pas tout le temps là, mais j'ai eu des amies filles qui étaient là, voilà, pour... C'était l'époque des MSN, ce qui ne rajeunit personne ici. Et du coup, voilà, c'était... je parlais sur MSN, bah alors ta journée, oui, bah, je lui dirais à lui d'arrêter de t'embêter, puis bon, elle ne le faisait pas forcément, parce qu'il ne fallait pas non plus se mettre à dos des amis, etc. Mais MSN, c'est les réseaux sociaux, hein, pour ceux qui... Voilà, c'était le début des réseaux sociaux, quoi. Le début des réseaux sociaux. Ouais. Vous avez des amis hommes, garçons? J'avais mon meilleur ami de collège, mais il n'était pas dans ma classe et il s'est jamais trop mouillé. Pourquoi? Je sais pas. Il faudra lui demander. Non, j'en sais rien. C'était une frustration de pas le voir vous aider? J'aurais attendu qu'il me défende un peu plus, forcément. Enfin, on peut pas être que amis pour jouer aux jeux vidéo avec quelqu'un le week-end, quoi. L'amitié, c'est pas juste ça. Hein. Pour moi. Là, vous devenez plus adulte, hein, forcément. Vous êtes au début de l'adolescence ou dans l'adolescence. Il y a souvent des idées noires. À ce moment-là, déjà, quand on a des vies normales, entre guillemets, on a des idées noires. Donc, en plus, quand on est harcelé, ça a dû vous arriver de penser au suicide jusque-là? En première. En année de première, oui. Ça a été compliqué. J'ai eu vraiment une semaine où... Ouais, non, En fait, je voyais pas de futur. Le présent ne me convenait pas, le passé venait me hanter et je voyais pas de futur. Donc... Et vous êtes dit quoi? Je veux mourir? Ouais. Enfin, je dis ça avec un sourire, mais oui, c'est ce genre de choses, quoi. Après, je serais jamais passé à l'acte, quoi. C'était vraiment... J'avais peur de la mort à l'époque, j'ai toujours eu peur de la mort, donc je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Vous en parlez à vos parents, toujours pas? En première, non. Et cette envie de mourir, vous en parlez à qui? Bah justement, à une amie et puis à mon meilleur ami. Donc il y a eu une espèce de réunion de crise comme ça et on m'a gentiment, voilà, remonté. Ils vous disent quoi, en fait? Vous trouvez du réconfort chez eux? Ouais. Puis j'avais une fille qui était amoureuse de moi à l'époque. Donc vous voyez, il n'y avait pas tout qui était... quand on refait le parcours, il y avait une fille qui était amoureuse de moi et qui m'aidait beaucoup, quoi. Et elle est amoureuse de vous, malgré ce que vous viviez, malgré les insultes, elle malgré n'était pas dans la même classe, elle ne voyait pas forcément toutes les choses. Vous vous souvenez quand vous regardez le matin dans la glace, à cet âge-là, vous voyez quoi? Bah, je vois quelqu'un qui n'a pas spécialement encore trop grandi, qui ne ressemble pas aux standards de masculinité qui sont ceux qu'on voit au lycée. Puis voilà, je ne m'aimais pas, quoi. Enfin, pour moi, il n'y avait rien qui allait. Ouais, je faisais de la clarinette, par exemple. Bon, on ne fait pas de la clarinette pour avoir des nanas, mais je veux dire, je faisais des choses que j'aimais bien, mais j'avais toujours le sentiment que ces choses-là n'avaient pas d'intérêt, pas de sens, ou que ça n'allait pas être valorisé. Parce que j'ai très souvent fait des choix d'aller vers des choses qui me convenaient à moi, mais qui sont pas des choses qu'on pourrait appeler de mainstream ou des choses qui sont tendances. Moi, je voulais faire de la clarinette parce que je trouvais que c'était un instrument, et je trouve toujours que c'est un instrument super beau. Et quelque part, il y avait une espèce de conflit intérieur entre mais tu sais ce que tu aimes, mais en même temps ce que tu aimes et ce que tu es ça colle pas avec la société. Ça colle pas avec la société. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on se déconstruit? Est-ce qu'on reconstruit notre identité? Et malgré tout, et c'est un message que je veux faire passer d'ailleurs aux jeunes qui nous écoutent, malgré tout, j'ai envie de leur dire ne changez pas ce que vous êtes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il faut jamais changer. On voit une photo de vous pendant qu'on parle, une photo de vous en train de jouer de la clarinette. Ouais. Il y a une tristesse en même temps, en fait, parce qu'il y a le plaisir de jouer d'instruments qu'on aime, mais on sait que ça colle pas. Alors, il y a une tristesse et il y a même une peur. Je vais vous raconter une très courte histoire. Je défilais à l'époque avec l'harmonie de Dombasle, j'adorais ça. Voilà, les mercredis, on défilait les chants aux morts, les machins. Enfin, moi, j'adorais défiler et jouer.
Et à un moment, on a fait un gros défilé sur Dombasle pour un événement, et j'ai vu quelques-uns de mes harceleurs qui m'ont vu jouer, en fait. Et ça m'a miné, parce que je me suis dit, ça y est, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc là, on retourne au collège, je vais m'en reprendre plein la gueule. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, en fait, le harcèlement, c'est pas simplement quand il y a un mort. C'est exactement ça. Parce qu'on parle beaucoup, hélas, dans la presse, quand il y a des jeunes qui se suicident ou qui meurent, mais le harcèlement, c'est pas juste ça. Le harcèlement, c'est le quotidien. Bah, si on devait attendre qu'il y ait un mort pour porter des sujets qui sont importants, on porterait rien, et puis on laisserait les gens mourir. Enfin, le harcèlement, c'est insidieux, c'est pas juste du... Et effectivement, c'est triste quand il y a quelqu'un qui meurt, mais enfin, oui, voilà, c'est ça, en fait. Le harcèlement, c'est... Il y a des gens comme moi aujourd'hui qui sont là sur votre plateau et qui, voilà, j'estime avoir réussi plutôt ma vie aujourd'hui jusqu'à présent. Mais ces gens-là, ils ont aussi une voix. Et ils ont une voix pour des gens voilà, qui mourront pas demain. On les poussera pas dans la Seine. Est-ce que pour autant, il faut les laisser tomber? Est-ce qu'il faut pour autant, faut les laisser tomber au point où certains, ils deviennent adultes? C'est des gens, ils ont plus rien, quoi. Vous, on vous a laissé tomber? Bah, je trouve que le corps éducatif m'a laissé tomber, oui. Voilà, après, je pense qu'on aurait pu... Vous avez essayé de comprendre pourquoi? Aujourd'hui, avec un peu de recul, avec du recul. Vous comprenez pourquoi le corps éducatif vous a laissé tomber? Parce que, en même temps, ce que vous décrivez, c'est le rôle de base du corps éducatif. C'est de protéger les jeunes, c'est de les aider à grandir, c'est de les aider à se cultiver, à devenir ce qu'ils sont. Et là, en fait, c'est un échec total. Alors, si je devais faire une analogie juridique avec les connaissances, peu de connaissances que j'ai, c'est tout de suite une question de la preuve dans le harcèlement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des enseignants, il y a même comment on appelle ça, des assistants d'éducation, etc., qui ne peuvent pas agir. Pourquoi? Parce que le harcèlement, c'est insidieux. Comme je vous l'ai dit, c'est au long cours. Il n'y a pas de... C'est très rare qu'il y ait un truc qui soit visible là maintenant, qui soit... Parce que les gens sont malins. Et même les jeunes. Même les jeunes, ils savent comment faire. Mais les jeunes sont malins. C'est intéressant, ça, Maître Florence Rowe, parce qu'il faut la preuve, au fond. Oui, en droit. Si on reste sur le droit, bien sûr, il faut toujours apporter au moins un commencement de preuve. Donc, il faut des indices, des éléments. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure et je suis assez fascinée parce que je connais bien le problème des enfants précoces. Et je crois que là, on a affaire à une double problématique. On est sur du harcèlement, mais on est aussi sur une personnalité comme la vôtre qui n'est pas comprise. Et vous parliez du corps enseignant, mais mon Dieu, l'éducation nationale n'est pas faite, pardon, mais pour s'occuper de gens qui ont vos dons, mais aussi votre sensibilité, parce qu'en réalité, chez les enfants précoces, on s'aperçoit qu'ils ont en général un intellect très développé, beaucoup plus développé. Quand vous dites j'avais envie d'aller voir, je connaissais déjà, et du coup, comme vous saviez déjà plein de choses, parce que vous êtes beaucoup plus développé intellectuellement, vous passez pour arrogant, pour pénible, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais en même temps, du point de vue de la sensibilité, vous êtes peut-être inférieur aux autres. Vous n'avez pas encore assez grandi, et c'est ce que les psychologues qui connaissent ce problème, parce que tout le monde ne connaît pas ce problème, les psychologues qui traitent les enfants, enfin qui aident les enfants, parce que c'est pas une maladie non plus, mais qui aident les enfants précoces à s'en sortir et à trouver leur marque dans des codes qui ne sont pas les leurs, parle de boitement. C'est-à-dire que vous avez en général un QI surdimensionné, mais une autre valeur, une autre échelle qui mesure l'émotivité et la maturité qui est inférieure. Et donc, il y a un décalage, et ce décalage, en réalité, se rétablit au fur et à mesure que vous grandissez. Ce qui fait qu'à une certaine époque, en effet, vous vous débarrassez de ce problème. Mais je me souviens, moi, de termes que j'ai entendus chez des parents ou des enfants comme ça, où une maîtresse de maternelle disait à une maman votre fils est une énigme pour moi, madame. Donc la psychologue scolaire ne savait pas ce que c'était qu'un enfant précoce, ne savait pas traiter ce problème, et effectivement, il faut savoir trouver après les bons outils. Mais l'éducation n'est pas formée à ça. L'éducation, elle est, comme disait Jean-Marc, elle est là pour aider, accompagner les enfants, mais Jean-Marc, les enfants qui sont dans un moule presque, et pas ceux qui débordent du moule. Or, vous avez débordé du moule comme beaucoup, pardon, mais vous êtes surdimensionné pour ça. Ils vous comprennent pas, donc ils peuvent pas beaucoup vous aider. C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites ils vous comprennent pas, parce que moi j'aime bien l'anecdote où les choses se sont arrêtées, parce que en fait les choses s'arrêtent parce que votre principal harceleur se retrouve à une table à côté de vous et vous commencez à parler. Et j'ai presque envie de dire, peut-être qu'il commence à comprendre qui vous êtes. Oui, c'est ça.
C'est assez étonnant comme fin d'histoire, parce que en fait, ça montre ce que vous disiez, Maître Rau, c'est qu'en fait, c'était de l'incompréhension, quasiment. C'est-à-dire, au moment où vous commencez à parler avec votre principal harceleur, ben, il comprend qui vous êtes. Il y a eu ça, et il y a eu une personne qui est arrivée au collège, et qui est venue me voir le premier jour, et qui m'a dit, toi, on m'a dit de t'emmerder, de pas te parler, parce que t'es nul, t'es machin. Alors voilà, là, en termes de... Là, un sociologue, il voit ça, il est ravi. Hein. On se gave hein, sur ce genre d'histoire, dynamique de groupe, machin et tout. Et le mec m'a pas parlé jusqu'en terminale, donc 4e, 3e, seconde... Enfin, je n'avais jamais rien fait. Le mec est venu le premier jour. On est là, je fume de la tête, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et en terminale, pareil, même fin d'histoire, même un peu happy ending, fin heureuse. Un coup, on sort de la gare de Dombasle pour rentrer, il vient me voir, il me dit mais en fait t'es cool, machin, parce qu'entre-temps on a eu des amis en commun qui se sont créés, etc. Et le mec est devenu un de mes meilleurs potes pendant quasiment 5 ans. Il m'a invité à ses 18 ans. Non mais enfin... Et c'est là aussi où... Ce que je dis dans ma chanson aussi, c'est que c'est là aussi où des fois les gens ils font pas attention. Comment dire, les idées reçues, l'apparence. Et l'incompréhension, parce qu'elle ne veut psychanalyse, on a le sentiment quand même que c'est ça aussi, c'est la différence, l'incompréhension, le on-dit. Et là, on a les 3 éléments qui font qu'on devient la personne harcelée. Vous avez tout résumé, et puis alors je découvre que Florence est plus qu'avocate, elle est psy également. Mais effectivement, vous êtes totalement différent. Vous êtes réellement un ovni par rapport à un extraterrestre, par rapport à ce monde commun, par rapport au monde scolaire. Également, on ne sait pas comment s'adapter par rapport à vous. Enfin, si, nous, on sait le faire. Mais ce qui est désolant, c'est que vous passez de star à plus rien, que vous en arrivez à des pensées suicidaires également, mais que d'un autre côté, vous parvenez également à construire une nouvelle vie, à réaliser effectivement votre chanson également, et qui est un message fort. C'est 700 000 enfants qui vivent de harcèlement. Moi, je me souviens d'un enfant qui n'allait pas dans la cour de récré, il se planquait dans les toilettes de son lycée, il se planquait partout, etc. Il y en a plein comme cela. Je l'ai fait aussi. Hein. Les toilettes, c'est un endroit royal. C'est le refuge. Ah bah, c'est le refuge. Mais personne ne vous embête, hein. Vous êtes dans les toilettes, c'est fermé. Puis vous êtes tranquille, etc. Ce qui est étonnant, c'est que des années plus tard, vous allez recroiser vos harceleurs, et vous dites que vous avez été surpris parce qu'ils étaient presque contents de vous voir. Mais oui. J'étais dans un bar à Nancy, puis je descends, voilà, et puis Pierre, machin, ça fait longtemps, pose-toi avec nous. Et puis ils m'ont raconté des histoires du collège qu'on a vécues ensemble. Et pour eux, c'était des bons souvenirs, c'était la débandade. Alors que moi, je l'ai vécu comme de l'intrusion physique, morale, machin, etc. Mais vous n'avez pas de haine contre eux? Moi, je vais vous dire un truc. J'étais avec ma copine, j'étais avec tous mes amis, j'étais super bien. Je recroise des gens de mon passé. Peu importe ce qu'ils m'ont fait, je ne suis plus prêt à laisser ces portes-là ouvertes pour de la colère, de la rumination, de la tristesse, de la méchanceté, de la jalousie, parce que ça m'a amené à ça aussi. À quoi ça sert que je m'énerve? Mais sans s'énerver, aujourd'hui, par exemple, quand vous repensez à eux, vous dites quoi? Je me dis que c'est malheureux. En fait, quand je repense à eux... Et vous dites c'est malheureux ou c'est des sales cons? Même pas, en fait. Je sais que je vais faire le buzz négatif peut-être. Non, pas du tout. Enfin, des sales cons, bon, c'était pas les meilleures lumières que j'ai connues, etc. Mais non, enfin, moi je pense que c'était des jeunes qui avaient leurs propres problèmes, qui ont été happés par une dynamique de groupe, une dynamique de classe, une dynamique de cours, et qui savaient même pas. Moi, je pense que la plupart ne savaient. D'ailleurs, ça se voit dans leur attitude quand ils m'ont vu. La plupart ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, en fait. Vous êtes au-delà, en fait. Vous êtes vraiment dans une autre dimension. Il faut comprendre effectivement ce genre de personnalité. Enfin, pardon, personnalité, le prenez pas mal. Hein. Mais vous êtes réellement au-delà. Vous êtes un être humain et vous l'avez très bien défini depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, vous profitez du temps pour expliquer ce que vous avez vécu. On va voir pendant qu'on parle des images et on va entendre un petit peu une chanson que vous avez faite justement sur le harcèlement. On va mettre un peu de son parce que c'est bien d'avoir le son aussi. D'inégalité et altérité. Un jeu entre harceleur et harcelé, car elles sont cruciales ces premières années. Et le petit bonhomme, lui, il a bien morflé. Rejeté de tous, il était malmené. Avec ses lunettes rondes et son début d'acné, décalé du monde tel un réfugié. Pour l'amour et l'amitié, vous abonnez absent, mais on savait le trouver pour les pains dans les dents. Vous le dites quand même, le petit bonhomme, il a bien morflé. Ah, c'est ça. Je m'en allais comme tous les matins. Je
je suis très fier de cette chanson. Mais il faut être fier de ce qu'on fait. Aujourd'hui, ça vous a aidé? C'est assez paradoxal ce que je veux dire, mais est-ce que ce qu'ils vous ont fait vivre, ça vous a aidé à être ce que vous êtes, à être fort et à être heureux dans la vie? Ouais. Je pense que... Je ne suis pas psychologue, pas plus que juriste, mais je pense que on se construit dans l'altérité, dans la différence, et notamment à l'adolescence. Il y a des gens qui arrivent à en tirer leur carte du jeu, et qui arrivent, et ces gens-là peut-être comme moi, qui sont peut-être des personnalités, des personnes particulières, et qui arrivent à se dire non, ça c'est pas pour moi. En fait, la vie m'a montré ce qui n'était pas pour moi. Et elle me l'a montré de la façon qui est compliquée. Violente parfois. Bah, c'est violent, ouais, effectivement. Bien sûr. Et donc du coup, c'est ce qui a fait... En fait, je vais revenir sur l'analogie de la musique. J'étais frustré de faire de la clarinette alors que je rentrais au conservatoire de Nancy. Donc j'étais pas juste un petit... je soufflais pas juste dans un pipeau, quoi. Enfin, il y a eu du... Bref, quoi. Il y avait du niveau. Il y a eu du niveau. Je suis rentré au conservatoire de Nancy. Et j'étais frustré parce que je me disais, mais t'aurais dû prendre la guitare quand même, parce que la guitare, là, t'aurais pu... Les gens, ils sont là, parce que voilà, la guitare, machin, etc. Aujourd'hui, je fais de la guitare et de la guitare électrique. Ça fait 5 ans ou 6 ans. J'en ai fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, l'opportunité s'est prise et que je me suis dit, je veux faire un projet, je veux faire de la guitare, j'ai envie de faire de la guitare. J'en ai pas fait parce que on m'aurait dit, parce que plus jeune, je me serais dit, bah, faut que je fasse ça. Pour être populaire. Pour être populaire. Effectivement. Et il y a des tas de trucs que j'ai pas fait à l'époque et que je fais aujourd'hui justement, mais parce que j'ai envie de les faire aujourd'hui. C'est votre construction aujourd'hui, et puis ça a donné la personne que vous êtes aujourd'hui. Merci Pierre. Eh ben merci à vous pour l'intérêt porté à mon histoire. Merci d'avoir été en direct avec nous. On espère que ça va aider surtout des jeunes qui nous regardent peut-être et qui sont agressés, et qui sont harcelés également. Et surtout, il faut être à leur écoute. Et puis, il faut se dire que c'est pas parce qu'on vit aussi des choses négatives que forcément tout est noir derrière. Et puis, vous le montrez. Dans ma chanson, je dis on a tous des talents, tous des habilités. Le problème avec la position de harceler, c'est que c'est une position qui parfois vous fait oublier que vous êtes quelqu'un. Et c'est ce que je dis dans ma chanson. Tous les gens qui m'écoutent, tous les jeunes qui m'écoutent, vous avez forcément un talent, forcément un truc qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel dans un domaine, quoi que ce soit. Et même si vous n'êtes pas le meilleur à ce que vous faites quand même quelque chose et continuez à le faire. Et laissez personne vous faire douter de ça. Beau message. Vraiment, merci Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Dans Crime